Bonjour à tous, merci à tous déjà d'être venus aussi nombreux. Je vais vous raconter une petite anecdote, je suis vraiment très content d'être là parmi vous aujourd'hui parce que c'était vraiment pas gagné. Je suis arrivé à Paris, je me suis trompé de train et en fait je suis arrivé à Lyon, pas à Montpellier. Bon. Après j'ai quand même réussi à retrouver un train, bon, tout va bien. Donc je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mon sujet qui est sur Angular. Je l'ai un peu renommé en fait, vu tout ce qui s'est un peu passé au NGConf, il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de petits tricks et tips. Donc du coup je l'ai appelé Angular 3, c'est une question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et donc Back to the Future. Donc avant de commencer ma présentation, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis Google Developer Expert dans les technologies du web et également en Angular. Je fais aussi partie de la fondation OpenJS et je travaille comme développeur advocate et senior staff engineer au sein de chez Sphere. Sphere, c'est une petite société, enfin c'est une société de consulting qui est basée en France, en Belgique, au Luxembourg. Donc n'hésitez pas à venir me voir après si vous avez plus de questions sur la société. D'ailleurs, je suis venu avec un ami qui a gagné, c'est une petite peluche, c'est notre mascotte. Donc la première personne qui répondra correctement à la question de fin aura le droit à cette peluche. Donc le plan du talk, on va voir déjà ce qu'on appelle les standalone components, quelque chose qui a fait beaucoup parler la communauté. Donc là, on va voir un peu ce que c'est en détail, pourquoi on l'a fait et surtout les impacts que ça a eu. Ça a eu quand même pas mal d'impacts sur l'écosystème. On verra ensuite la Composition API. Donc qui fait déjà de l'Angular ici? Je vais te poser la question. Tout le monde. Très bien. Qui fait du Vue? Ok. Et du React? Bon, en fait, tout le monde fait du web, quoi. Donc on verra la Composition API qui est déjà présente dans Vue. On verra comment, surtout Angular a fait pour l'intégrer au sein du framework. On verra une nouveauté, Signals, tout nouveau, tout récent. On a l'API de base, on peut déjà jouer avec, mais les signals dans les composants, c'est un peu complexe pour le moment de les utiliser. Et on verra plein d'autres trucs cool et pourquoi pas le futur d'Angular. Donc premier topic, les standalone components. Donc dans la RFC, il y a Paweł Kolowski qui a dit Given the central role of ng modules in Angular, it's hard to reason about components, pipes and directives. Donc autrement dit, le fait d'avoir donné une place centrale aux modules, c'est très difficile en Angular de raisonner en termes juste de composants, de directives ou de pipes. Et ça, c'est très simple à comprendre. Il y a un exemple tout bête. Qui a déjà utilisé Storybook? Qui a déjà utilisé Storybook avec Angular? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand même assez complexe. Il fallait créer le module pour pouvoir afficher son composant. Et d'ailleurs, c'était le seul framework où on devait faire ça. Hein, on faisait ça avec Vue et React, on claquait le composant, ça fonctionnait. En Angular, c'était quand même plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout s'est orienté autour du module. On avait donc une archi plutôt en Angular qui était modulaire. Et on se retrouvait à avoir à peu près 4 gros modules en Angular. On avait un module core où on se retrouvait avec tout ce qui était les composants de type header, bas de page, navigation, parce qu'ils sont toujours présents dans l'application. On se retrouvait également avec des providers, notamment les providers qu'on voulait dispatcher à toute l'application. On se retrouvait avec des intercepteurs, des guards, des choses comme ça. On avait un dossier feature qui, lui, tendait vraiment à être de plus en plus gros au fur et à mesure que le shared module aussi tendait à être plus gros. Hein. Donc, le feature module, c'était quoi? On les loadait par défaut, mais c'était en fait une page de votre application. Et le shared module, c'était tout ce qui était commun à toute votre app. Donc, votre design system, vos composants partagés où il n'y avait pas trop de logique, on passait des inputs. Et donc, plus vous avez de composants là-dedans, plus votre feature module il grossissait pour pas grand-chose en fait. Donc, les standalones sont arrivés. Et le but, c'est pourquoi? Dessin, on s'est rendu compte que rien que pour créer un Hello World, il fallait déjà être super chaud en Angular quand même. Il fallait créer un module, il y avait un fichier main, il y avait un index HTML, il y avait le composant. Enfin bon, en gros, un new joiner, il arrivait, il disait par où je commence. Donc on s'est dit, on va simplifier ça. Ensuite, on s'est rendu compte que lire le composant en lui-même n'était pas suffisant en fait. On lisait le composant et en fait on n'avait pas du tout la logique du composant parce que potentiellement la logique se trouvait dans un service, qui se trouvait dans le core module ou qui se trouvait dans le shared module. Enfin, c'était un peu compliqué d'avoir tout le code, enfin toute la logique d'un coup. Et enfin on s'est retrouvé que le bootstrapping il est vraiment beaucoup trop complexe. Simplement parce qu'il faut déjà avoir un main TS, on bootstrapper sur le module bootstrapper lui-même sur un composant, et ce composant-là était injecté via une balise HTML dans l'index HTML. Ok. Donc, compliqué et très facile à ne pas comprendre en fait. Donc, on a créé les standalone components. Un standalone component, c'est très simple. C'est un composant classique, il y a juste une propriété en plus qui est standalone. Si vous la passez à true, votre composant devient standalone. Super simple. Par défaut, il est à false. Alors moi, la question que je me suis posée directement, c'est ok,
c'est bien beau tout ça, mais a priori, quand ils ont mis les standalone components en place, il n'y a pas eu grand-chose qui a cassé en Angular. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc moi, la première chose que je me suis dit, c'est comment on peut passer d'un coup d'un seul à des composants qui vivotent tout seuls, parce que c'est une promesse d'Angular. Une promesse d'Angular, c'est votre composant standalone, vous le mettez n'importe où dans votre app, il va fonctionner. D'accord? Donc comment ils ont fait ça? Bah, en fait, derrière, il y a un petit trick, c'est qu'au build, ça vous crée un module virtuel. Voilà, c'est le petit tips. Donc en fait, si on crée un module, c'est-à-dire que toutes les dépendances qu'on a dans nos composants, donc les providers, les composants tierces, etc., bah, il faut les importer à un moment ou à un autre. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, vous avez une autre propriété qui s'appelle import. Exactement la même propriété qu'on a dans les modules. Ils ne sont pas trop embêtés, hein, c'est les mêmes. Et donc dedans, en fait, ça va prendre des standalone components ou des standalone directives, standalone pipes et des modules. Pourquoi? Bah, ça marche très bien puisque c'est un module virtuel qui est buildé à la fin, donc tout se passe bien. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis posé une autre question. Je me dis quels sont les impacts? Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on naviguait vers des composants simples. Donc première question, c'est est-ce qu'on peut toujours naviguer vers des composants simples? Est-ce qu'on peut également naviguer vers des composants standalone components, comme on le faisait avant? On faisait aussi du lazy loading vers des modules, mais potentiellement, il n'y en a plus. Donc est-ce que c'est possible de lazy loader un standalone component? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce qu'on a des régressions? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut par exemple dire, bah, je vais lazy loader un module, je vais naviguer vers un composant qui est inclus dans un module, etc. Donc est-ce qu'on a des régressions? Deuxième question, c'est si on invente les standalone components, potentiellement, est-ce qu'on peut pas alléger le bootstrapping? Est-ce qu'on peut bootstrapper sur un composant standalone? Et enfin, la deuxième question que je me suis posée toujours sur le bootstrapping, c'est généralement dans des modules, on se retrouvait avec un tableau de providers et on pouvait enregistrer des providers. Maintenant, s'il n'y a plus de modules, je les enregistre où, moi, les providers? C'est une question qu'on pouvait se poser. Et enfin, au niveau de l'injection aussi, il y a eu des petits impacts. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de module injector. S'il n'y a plus de module, bah, il n'y a plus de module injector. Donc en fait, c'est quoi l'injector maintenant? Et donc en fait, on va avoir un nouveau scope qui s'appelle l'environment injector. On va voir ça juste après. Donc au niveau du routing, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions. Ça a inventé plein de choses. Il n'y a pas de régression. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Les possibilités sont infinies. Donc on peut naviguer vers un composant standalone comme on le faisait pour naviguer vers un composant classique. D'accord? Ça, c'est le coup du Hello Component. On va pouvoir également lazy loader un standalone components grâce à une nouvelle propriété qui s'appelle load components. C'est super simple à utiliser, ça s'applique exactement comme le load children. D'accord? La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, il faut lazy loader vers un standalone components avec load components. Et enfin, une des choses qui, moi, m'a vraiment fait apprécier la navigation, c'est qu'on va enfin pouvoir charger tout un fichier qui navigue vers des standalone components. Donc ici, on va pouvoir utiliser la propriété load children pour le faire. On va exactement l'utiliser comme on le faisait avant. Et en fait, j'ai fait une petite simplification. Comme ça, j'introduis également une nouvelle feature. C'est que maintenant, on peut importer via des défauts en Angular. C'est-à-dire que votre route, elle peut faire export default votre subset de route. Et en fait, il n'y a plus besoin de faire la notation point quelque chose. Ça, c'est chouette. Vous pouvez le faire au niveau des composants et au niveau de tout, en fait. Donc les default classes, c'est possible. Bon, le bootstrapping, il va aussi changer un tout petit peu. Ça donne ça. Plus clair. Enfin, moi, je trouve que c'est plus clair. Donc, en fait, ici, on va bootstrapper vers un composant standalone. Alors, c'est bien beau de bootstrapper vers un composant standalone, mais la question qu'on peut juste se poser après, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir enregistrer nos providers. Donc, pour ça, Angular a déjà prévu le coup. Vous pouvez donner un objet de configuration à votre Bootstrap application. Pour l'instant, cet objet de configuration, il possède une seule propriété. Peut-être que dans l'avenir, il y en aura autre, d'accord? Mais pour l'instant, l'unique propriété qu'on a, c'est providers. Ici, on va enregistrer tous nos providers comme on pouvait le faire avant, d'accord? Donc avec, par exemple, simplement votre classe à provider ou la notation provide, use class, use value, etc., use factory. Et maintenant, Angular a également donné des helpers, des fonctions de provider. Moi, j'appelle ça des fonctions de provider. Donc, en gros, vous avez provide router. Ça, c'est pour enregistrer votre routeur classique. À ce moment-là, ça va vous enregistrer vos routes, mais ça va également vous mettre à disposition dans le route scope tous les services que vous donnez le routeur module. Donc, votre activated route, votre routeur, etc. Vous allez pouvoir aussi provider des animations grâce à provide animation ou tout simplement enregistrer votre client HTTP avec provide HTTP client, d'accord?
Donc tout ça, ça vous évite d'importer des modules. D'accord? Puisque en fait, l'HTTP client, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, l'HTTP client module, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il vous importe juste, en fait, il vous enregistre juste l'HTTP client. Grosso modo, c'est ce que ça fait. Et par contre, pour des bibliothèques, des librairies ou des choses qui n'ont pas encore migré vers ce qu'on appelle des fonctions d'injection, et ben vous avez une petite fonction helper qui s'appelle import providers from, qui prend en paramètre un module ou une suite de modules, d'accord? Et puis là, il va vous enregistrer en fait tous les services qu'exporte votre module dans le root scope. Ça va jusque-là? Ouais? Donc, tout ça, c'est bien beau, mais vu qu'on n'a plus de module, il va falloir trouver une solution maintenant aussi pour enregistrer les providers, si on veut, par exemple, les enregistrer juste dans une fonctionnalité. Qui a déjà fait ça, d'enregistrer juste un provider pour une fonctionnalité? Ouais. Généralement, on le fait pour des states, des choses comme ça qui sont juste propres à la fonctionnalité. Donc maintenant, si on n'a plus de module, comment on fait ça? Ça devient complexe. En fait, c'est tout bête. Ça va se déclarer au niveau de la route. Donc au niveau de la route ici, dans le provider, en fait, vous avez une nouvelle propriété qui s'appelle providers. Et ce providers-là, en fait, prend un service. D'accord? À ce moment-là, le providers va être disponible pour tous les passes en fait, qui vont découler. Donc ça peut être les children ou le composant en lui-même. OK? Donc c'est-à-dire que ici, dans mon composant login component et dans mon composant details component, je vais avoir accès à mon service user service. Voilà. Donc si on rajoute un scope, potentiellement ça veut dire que la hiérarchie du bubbling d'injection en fait va également un tout petit peu changer. Donc comment elle va se donner? Déjà on a ce qu'on appelle l'injection du composant. Si l'ADX ne trouve pas de service dans le composant, il remonte. D'accord? Il va remonter où? Il va remonter dans le module. Si dans le module, il n'y a rien, il va encore remonter, il va remonter dans l'environment. Et si dans l'environment, il n'y a rien, il monte dans le root. Si dans le root, il n'y a rien, vous avez une belle erreur. Ça va? Il vous dit qu'il ne trouve pas le service. Donc tout ça, ça s'est bien mis en place. Et c'est très bien que ça soit fait comme ça, parce que du coup, vous pouvez faire cohabiter dans une même application des standalone components et des modules. Ça va? Donc en fait, votre migration actuellement, si vous voulez migrer une grosse application, je ne sais pas, de 13 à 14, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez la faire step by step. Vous pouvez même dire, bon, l'application comme elle est, j'y touche pas parce qu'il n'y a pas de test, c'est un peu complexe de toucher. Mais mes prochains composants, je vais les faire en standalone components. Ça c'est possible. D'accord? Donc pas de breaking change. Donc on a vu un peu ce que ça a apporté standalone components, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi la composition API. Et jusque maintenant, la composition API, c'était quelque chose qui était bloqué. Bloqué pourquoi? Simplement parce que ça ne marchait pas avant. Vous aviez une fonction inject. Qui a déjà utilisé cette fonction inject? Généralement, vous l'avez tous utilisé, mais dans un service. Pas de souci, ça marchait, on était content. Maintenant, le problème, c'est que si vous utilisiez cette fonction dans un composant, ça ne marchait pas. Ça vous disait une erreur en vous disant « Je ne peux pas utiliser cette fonction parce que tu n'es pas dans un contexte d'injection. » Contexte d'injection, on les retrouvait où? Principalement dans les classes qui avaient la notation @injectable. Ça va? Donc ça ne marchait pas, donc on a un petit souci. Pourquoi? Parce que généralement, tout Angular s'appuie sur un gros principe qui est l'injection de dépendance. Donc si on ne peut pas faire de l'injection de dépendance dans des fonctions un peu helper, autant vous dire que votre composition, elle ne marchera pas. À partir de la version 14, le monde s'embellit et la fonction inject va marcher dans des composants en fait, d'accord? Donc elle va marcher en dehors du contexte d'injection. Ce qui fait que typiquement vous allez pouvoir créer dans un dossier shared, dans un dossier composable, je sais pas, root.composable.ts, imaginons, et dedans vous allez pouvoir créer une fonction, et dans cette fonction-là vous pouvez injecter par exemple l'activated root et retrouver les paramètres. Donc ça c'est vachement bien parce que ça va débloquer pas mal de choses. Première chose, ça va débloquer le fait de faire des compositions helper grâce à l'injection. Donc tout ça, vous allez pouvoir créer du code hautement réutilisable avec vos propres services. Ça c'est plutôt sympa. Deuxièmement, il y a un truc que tout le monde attendait, c'est de faire les guards as a function. D'accord? En fait, et les intercepteurs aussi as a function. En fait, tout ça, c'était un peu bloqué à cause, de ce fameux contexte d'injection. En fait, on utilisait les classes pour les intercepteurs et les guards uniquement pour pouvoir injecter nos providers. D'accord?
C'était pas juste on aimait bien faire ça parce que c'est de la poudre syntaxique les classes, non, non, c'est juste parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Maintenant, on l'a ce moyen-là, donc on va pouvoir enfin écrire comme des fonctions. Ça, c'est plutôt cool parce que les personnes qui aiment React, qui aiment Vue, qui aiment bien les fonctions, on s'y approche tout doucement, hein. Donc comment ça fonctionne? Sur cette image, j'espère que tout le monde voit, je sais que je suis un peu petit, donc j'espère que tout le monde voit le code. Dans le code du dessus, en fait, j'ai créé une fonction qui s'appelle getParam, d'accord? Il n'y a rien de bien méchant dans ce code-là, hein. Je vais renvoyer un observable string, en fait, je vais injecter simplement mon activity de route et je vais retrouver mon paramètre. Donc pour les personnes qui se posent une question, pourquoi j'ai mis un filter boolean comme ça, c'est simplement parce que sinon, par défaut, le params.get me renvoie string ou nul. Mais moi, je suis sûr que dans ma navigation qu'il y aura un ID, hein, c'est béton. Et donc après, comment est-ce que je vais faire pour le récupérer? Bah, simplement, dans mon composant, je vais appeler ma fonction helper getParam. Donc ça va fonctionner uniquement, attention, à l'initialisation. D'accord? Parce qu'à l'initialisation, on reste quand même dans un contexte d'injection. Ça, c'est un petit trick aussi. Ça va jusque maintenant? Ouais. Bon, alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est ouais, c'est bien beau tout ça, mais si on reste dans un contexte d'injection, est-ce que je ne pourrais pas, par hasard, injecter un service à la volée, au runtime? Genre, je clique sur un bouton pour ouvrir une modale, par exemple, je clique sur un bouton, hop, j'injecte le service de modale qui va me l'ouvrir. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que c'est possible pour vous? Ouais? Qui pense que c'est possible? Moi aussi, je pense que c'est super possible. Alors pourquoi? En fait, vous avez une fonction qui s'appelle runInjectionContext. Donc ce runInjectionContext, en fait, va prendre en paramètre l'injecteur courant. Donc généralement, le 10.injecteur que vous allez voir ici, par défaut, c'est l'injecteur du composant. D'accord? C'est le domaine de l'injection du composant. Et ensuite, va prendre une fonction. Et dans cette fonction-là, en fait, vous pouvez injecter votre service. Il y a juste une restriction. Cette fonction-là, cette fonction de callback, ne doit pas être asynchrone. D'accord? Parce que si elle devient asynchrone, bah, vous n'êtes plus du tout dans un contexte d'injection. Ok? Donc oui, c'est possible. Vous pouvez injecter, mais faites bien attention que cette fonction ne soit pas asynchrone. Bon, je vous ai montré quelques petites images, je vous ai dit que les guards devenaient des fonctions, ça c'est plutôt sympa. Regardez, ça allège quand même pas mal le code. Donc avant, on avait une classe, on injectait le routeur. Bon, ici, je récupérais l'ID et je testais si l'ID avait un bon pattern. Si c'était OK, ben, j'autorisais la navigation. Sinon, je recréais un arbre de navigation et je naviguais vers Home. OK? Ça, c'est ce que ça fait. La transformation est très simple. C'est une fonction, d'accord? Vous injectez directement le routeur, ça va fonctionner. OK? L'enregistrement des guards en tant que fonction se fait exactement de la même façon que vous enregistrez vos guards et vos résolveurs avant. Donc il n'y a pas de régression non plus. Ce qui veut dire que, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que vous pouvez mixer les deux. Et le petit trips que je vais vous donner, c'est comme la fonction inject peut marcher en dehors du contexte d'injection, bah, si vous n'avez pas envie de vous embêter à migrer vos classes en guard, bah, simplement dans le guard, vous faites inject et vous injectez votre guard. Ça va? Très simple. Les intercepteurs, même combat. Donc on avait une classe. Généralement, on implémentait toujours l'HTTP intercepteur avec donc cette interface-là. Vous demandez d'implémenter intercept. C'était redondant, c'était long à écrire. Maintenant, grâce toujours à ce système de fonction inject, ben, ça devient une simple fonction et on réduit vraiment le nombre de lignes. C'est quand même sympa, hein. Ce coup d'injection est vraiment sympa. Le seul petit problème avec les intercepteurs, c'est que ça ne se registre pas de la même façon que les guards maintenant. D'accord? Pourquoi? Alors je vais vous expliquer parce que comme je vous ai dit, l'HTTP Client Module, il vous exporte le client HTTP. D'accord? Ce client HTTP là, en fait, il fait plein de choses derrière. Notamment, en fait, c'est lui qui gère les intercepteurs. Ok? Donc la façon dont on avait de les enregistrer ne va plus du tout être la même. Généralement, on va avoir deux fonctions. On va avoir la première qui est un provide HTTP client with interceptor. Ça, c'est dedans, vous allez mettre tout un tableau d'intercepteurs fonctions. D'accord? Si toutefois, vous n'avez pas le temps dans votre application de migrer tous vos intercepteurs en classe, en fonction, pardon, bah, c'est très simple. Il vous suffit de vous mettre un provide HTTP client with interceptor from DI. Pardon, j'ai fait une petite faute dans la diapo. Ne prend aucun paramètre, pas de tableau. D'accord? En faisant comme ça, par défaut, tous vos intercepteurs qui avaient été enregistrés de l'ancienne façon vont être repris. Donc vous n'avez rien à faire. Ça roule pour tout le monde? Ça, vous avez juste à mettre with interceptor from DI. Et ça va fonctionner. Une autre chose aussi qui fait partie de la composition pour moi, c'est la directive. Donc avant, on avait un gros problème.
je pense que les personnes qui ont fait un peu de vue avaient ce problème-là. C'est pour ça que la composition avait été inventée, c'est les mix-in. C'est une horreur ce pattern à maintenir en fait. Pourquoi c'est une horreur? Parce que dès que vous touchez à quelque chose, généralement vous avez des impacts, mais partout dans votre application. En Angular, il y a très peu de personnes qui utilisent ce mix-in là. Est-ce que quelqu'un a une idée de où on a employé ce mix-in en Angular? Enfin, non? Dans Angular Material. Dans Angular Material, si vous regardez un peu comment c'est fait le code, vous allez voir des mix-in un peu partout et c'est un peu galère, du coup, quand on veut contribuer. Donc du coup, ce qu'a fait Angular, c'est de se dire, ouais, c'est un peu complexe. Si par exemple on veut étendre une directive, c'est pas conseillé, mais il y en a qui le font, mais c'est pas quand même pas conseillé, d'accord? Donc eux disent c'est pas conseillé, mais ils le font, je vous rassure. Et il y avait un autre problème, c'est que quand on étend une classe, on peut pas en étendre plusieurs. Donc on peut pas faire hériter de multitudes de classes comme ça. Donc on s'est dit, il faut trouver une autre idée, hormis les mix-in. Donc on a inventé la composition de directive. La composition de directive, en fait, il y a quelques petites règles à respecter. La première chose, c'est que la directive que vous allez étendre, entre guillemets, composer, doit être standalone. D'accord? Deuxièmement, tous les inputs et les outputs de votre directive host sont privés. Donc si vous ne les déclarez pas comme publics, vous n'y accédez pas. C'est une sécurité. Et enfin, vous pouvez quand même retrouver votre host directive grâce aux notations qu'on avait avant, à savoir viewChild et viewChildren. Ok, add_content_child et add_content_children ont aussi marché également. Donc comment ça se décrit? En haut, vous avez une directive que j'ai appelée button sphere button strike, d'accord? Elle va étendre la directive base sphere button et en fait, je vais tout simplement dire que j'expose l'input color de la base sphere button et je le renomme en type. Alors j'avoue, la syntaxe est un peu spéciale, mais c'est ce que ça fait ça. En fait, vous exposez donc l'input color de la directive base sphere button et en fait, vous l'exposez sous un autre nom qui est le type. Donc quand vous allez utiliser la directive sphere button struct, en fait, quand vous allez mettre type égale primary, vous setez la couleur de la directive base sphere button. Ça va pour tout le monde? Ouais, je sais, c'est un peu particulier comme syntaxe, mais elle marche bien. Et c'est pareil pour les outputs. D'accord? Même syntaxe. Donc, maintenant, je pense qu'on va passer sur un terrain que tout le monde voulait entendre parler, les signals. C'est quelque chose que tout le monde a envie de savoir. Donc déjà, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça a été inventé, les signals? Hormis que SolidJS a été le précurseur des signals, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on a fait ça? Non? Bon, tout le monde aime bien le cycle de détection de changement chez Angular. Personne n'a eu de problème avec? Ça se passe bien avec Zone.js, tout ça, pas de problème, c'est au top, ça marche au poil. Ouais? On a tous eu... En fait, c'est pour ça. En fait, on s'est rendu compte que Zone.js, c'est chouette, mais ça posait quelques petits problèmes. Donc déjà, comment ça marche Zone.js? Rien qu'au démarrage, en fait, ça va overrider les API natives du browser, entre guillemets. Donc ça va tout simplement vous overrider comment fonctionnent les promesses, comment va fonctionner cet intervalle, cette timeout, comment vont fonctionner les add event listener, les choses comme ça. Et en gros, ce que ça fait, et c'est pas très logique, en fait, Zone.js va écouter le clic le plus récent. Et en fonction de ça, il va refresh votre vue. Comment est-ce que ça marche? Angular, c'est un framework de client-side rendering. Ça s'appuie sur un concept super simple, un arbre de composants. Donc vous avez un arbre, ça découle. Et donc généralement, quand vous avez quelque chose qui évolue dans votre application, tout l'arbre est réévalué. Donc après, on s'est dit, bon, on va mettre un peu de perf. On va changer la façon de détecter les changements et on va passer sur du change detection on push. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est que tout ne va pas être réévalué. Tout l'arbre va être retraversé, mais seulement les composants qui vont être marqués on push vont être rafraîchis. Donc là, on obtient un peu plus de performance. Mais on n'est toujours pas sur quelque chose de top. Pourquoi? Parce qu'on est quand même obligé de retraverser tout l'arbre. D'accord? Et donc Signals a été inventé pour ça. En fait, on s'est dit, ce qui serait vraiment cool, c'est de ne pas traverser tout l'arbre et se dire, voilà, le composant là, il est plus bon, donc du coup, on le rafraîchit et stop. D'accord? Donc, passer sur ce principe-là, juste un petit mot pour React, si on se base là-dessus, on va se rendre compte qu'en fait, le virtual DOM devient overhead. Il ne sert plus à rien. Si demain, ça s'intègre Signals, ça ne sert plus à rien, le virtual DOM. Donc, en quoi on est fier de Signals? Enfin, ils sont fiers. Déjà, c'est une lazy evaluation. D'accord? C'est-à-dire que, typiquement, vous avez un Signal, si demain, vous ne souscrivez pas aux Signals, quand je dis souscrire, c'est entre guillemets,
Ben, on s'en fout. Ok, il est là. Ensuite, ce qu'on adore avec Signal, c'est que ça va faire de l'immutabilité, mais vous allez pouvoir faire également de la mutabilité. Généralement pour des tableaux et tout ça. Alors pareil, je sais qu'il y en a qui sont contre ce pattern de mutabilité, mais sachez quand même que faire de l'immutabilité en JavaScript, c'est un coût. Parce qu'on change à chaque fois les références. Donc si vous faites de l'immutabilité partout, potentiellement vous allez avoir un problème de performance. Et d'ailleurs, si vous avez regardé un petit peu dernièrement, il y avait un gros problème de performance dans React au niveau des tables en fait, parce qu'en fait il faisait de l'immutabilité et ben ça cassait un peu. Ensuite, on est fier d'utiliser les weakref de manière correcte. Donc, qu'est-ce que c'est une weakref? C'est en fait simplement imaginer une référence, d'accord? Le garbage collector peut l'atteindre. Donc, si il a envie de la supprimer, il la supprime. Ok, d'ailleurs, c'est là-dessus que se base l'injection de dépendance. D'accord? C'est des weakref. Et enfin, on a une intégration avec Eric.js. Donc, je préfère vous rassurer, Eric.js not deprecated. On n'a pas dit on arrête de l'utiliser. On utilise Eric.js, on utilise Signals, d'accord? Il y a une compatibilité pour. On fait les deux, d'accord? Donc, pour des programmations vraiment très asynchrones, vous avez vraiment besoin d'avoir tous les opérateurs Eric.js. On utilise Eric.js et après, on convertira en Signals avec toSignals, ok? Et si vous avez un signal que vous voulez convertir en observable, bah tout observable. Ils sont pas été très loin pour les noms. Ça va jusque-là? Ok. Donc comment ça marche plus en détail? Donc en fait, je vous ai... Ouais, alors vous inquiétez pas, le diagramme est un peu bizarre comme ça, mais il s'apprend bien. Donc imaginons, voilà, j'ai créé un compteur. Ce compteur-là, je l'ai initialisé à 0. D'accord? Signal 0. J'ai créé un computed. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement pour faire des actions synchrones. D'accord? C'est pour faire de la réévaluation. En fait, je dis quoi? Je divise, enfin, je fais modulo 2, je regarde si c'est 0. Si c'est le cas, je renvoie le résultat. D'accord? Et ensuite, après, j'évalue. Donc soit c'est true. Si c'est true, ça veut dire que c'est pair. Sinon, c'est odd. OK? Ensuite, je vais incrémenter ce compteur. Donc je le passe à 1. À ce moment-là, c'est odd. OK? Et maintenant, je le passe à 2. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, il faut savoir qu'un signals a deux choses. Il a une valeur. Initiale, elle vaut 1. D'accord? Après, le compteur.set, elle vaut 1. Et elle a une value version, la version de la valeur. Donc initialement, elle vaut 0. Quand on a passé counter.set à 1, la valeur de la version est à 1. OK? Donc maintenant, je le fais un counter.set à 2. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà, il faut savoir qu'un signal, c'est un producer. D'accord? Le computed, il produit et il consomme. D'accord? Pourquoi? Il consomme le signals et il produit un nouveau signals. D'accord? Ici, isEven. Et après, vous avez le deuxième, l'effet. L'effet, lui, fait que consommer. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que, dans un premier temps, le counter.set, il va pusher une nouvelle version. Donc, le signals counter passe en valeur à 2, value version à 2. OK? Ensuite, votre even, lui, bah, il va consommer. Pour le moment, il consomme, mais il fait rien. D'accord? Parce qu'il est seulement évalué dans l'effect. Donc, votre effect, en fait, il va consommer. Il va consommer, il va regarder et il va demander à isEven est-ce qu'il y a un changement de valeur? Donc l'effect en fait va demander à isEven, donc le isEven va consommer le signal, d'accord? Le signal lui dit ouais, j'ai changé de version. D'accord? Donc il va dire à isEven j'ai changé de version. Donc isEven va dire ok, donc maintenant je suis en version 2 et ma value bah, c'est even. L'effet va dire il a changé de version lui, sa value version est différente. Ok, super. Du coup, il va tirer la valeur et il va rafraîchir votre vue. Voilà comment ça fonctionne. Gros diagramme pour juste ça. Autrement dit, je vais vous le faire autrement. Vous voyez comment ça marche, git, pull, push? Ouais, c'est la même chose. D'accord? La seule petite différence, et ça c'est vraiment chouette, c'est qu'imaginons maintenant que je fais counter.set à 4, bah en fait vous ne rentrez pas dans votre effet. Pourquoi vous ne rentrez pas dans votre effet? Parce que le computed, ok, il va avoir une valeur, très bien, mais ce qui va sortir, c'est even, exactement comme avec 2. Et donc à ce moment-là, pour lui, il n'y a pas de changement de valeur. Donc vous ne rentrez pas dans votre effet. Ça, c'est plutôt cool.
Donc comment ça fonctionne? Là, je vous ai donné un exemple, c'est très simple. J'ai créé un compteur, j'ai créé un double qui fait juste la multiplication, j'ai créé un autre tableau. D'accord? Dans cet effet, en fait, je check si mon effet il est pair. Si mon effet il est pair, bah, je push ma valeur. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon mutate. Vous voyez, ici, je mute mon état. Alors, bien évidemment, si je fais ça, il faut que juste que je donne une petite propriété qui s'appelle allow signal write, sinon il n'est pas d'accord, Angular. Il dit non, c'est un peu dangereux quand même de faire ça. Et puis j'update un compteur avec update. Là, ici, je donne carrément une autre valeur, j'incrémente. Et donc, en fait, ben, simplement, si vous voulez avoir la valeur d'un signals, bah, vous appelez votre signals avec des parenthèses. Alors, pas de souci. Souvent, j'entends ah oui, non, mais attends, pas de fonction dans un template, c'est pas bon. C'est vrai, sauf pour des fonctions qu'on dit mémoïques. D'accord? Et donc, les signals sont mémoïques. Ça va pour tout le monde? Ouais? C'est cool. Donc le futur de Signal, actuellement c'est en preview. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez jouer avec, mais vous avez l'API vraiment bas niveau. Créer des signals, les muter, les convertir en observables, convertir un observable en signal. Tout ça c'est chouette, les effets, les computed, tout ça vous y avez accès, vous pouvez jouer avec. Je vous conseille pas d'aller dans une application en production avec, enfin, à moins que vous êtes un peu suicidaire, mais c'est pas une bonne idée. À l'avenir, on va faire ce qu'on appelle les composants basés sur signals. D'accord? Donc quand tout ça, ça fait, potentiellement, vous avez de la chance, vous pourrez enlever Zone.js. Ça, c'est plutôt cool. Mais attention, si vous enlevez Zone.js, faites attention que ça casserait dans votre application. Hein, d'accord? Donc du coup, ce que ça va faire, bah voilà, par exemple, typiquement, les inputs, ça va être une fonction. Voilà, ici, je dis simplement que mon compteur, c'est un input. Je vais initialiser à 0. Ça va remplacer la notation atInput. D'accord? Change counter, qui est un output, pareil, ça va remplacer la notation atOutput. Les viewChild aussi, les notations vont être changées. Et ça va toujours marcher de la même toujours marcher de la même faction. Donc par exemple, si je veux faire mon change counter, bah, je vais faire 10.changeCounter.emit. Si je vais vouloir avoir mon increment input qui est une référence, d'accord, bah, je vais faire 10.increment input. Je ne vais pas oublier d'appeler les parenthèses hein, parce que c'est un signals. .nativeElement, .value. Ok, ça ne change rien, il faudra juste penser à mettre des petites parenthèses. Ça va? Donc ça, c'est le futur de Signals. Et la bonne également nouvelle pour vous, c'est que ça va être un système réactif primitif. Donc qu'est-ce que ça veut dire primitif? Ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans des services. Ok? Pas forcément que dans des composants. Donc il y a plein d'autres trucs cool qui vont arriver. Donc, enfin, qui sont déjà arrivés d'ailleurs. Donc déjà, required input. C'est fini là les tricks qu'on faisait. Donc ça, on a vu avant. J'ai vu pas mal de code passer dans des composants passer un input. L'input était requis. Du coup, on faisait un beau ngIf au tout démarrage comme ça du composant. Ça, c'était pas très beau, mais on n'avait pas trop le choix. Ensuite, on utilise des lifecycles. J'ai vu une paire de fois dans des ng-on-init, checker, dire ah, si j'ai mon input qui est défini, dans ce cas, je fais le traitement. Sinon, bah, je lève une belle erreur en faisant console.error, missing input. Ou alors, le petit trick de base que tout le monde faisait, c'est qu'on faisait des sélecteurs super compliqués, c'est-à-dire que vous avez votre composant qui s'appelait todo, il prenait une todo en particulier, bah, vous faisiez app-todo, entre crochets, todo. Voilà, ça c'était un trick qu'on faisait. Maintenant, on va plus le faire, on va mettre juste une petite annotation dans l'annotation, on va juste mettre required true, terminé. C'est cool. C'est cool. Aussi, il y a la transformation d'input. Ça aussi, je pense que tout le monde l'a fait. Qui a déjà fait des inputs avec des setters et des getters? Ah, ça, c'était énorme. Ça, on faisait ça. Pourquoi? Pour transformer l'input. On mettait beaucoup de boilerplate pour pas grand-chose dans le code. Juste pour faire une transformation, c'était dommage. Donc, plus de getter and setter. Après, il y avait des personnes qui faisaient des choses un peu plus propres. On faisait des décorateurs custom, même si on se disait que bon, ok, c'était pas totalement stable, c'était encore en voie d'expérimentation au niveau de TypeScript, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Mais on faisait quand même des décorateurs. C'était propre, mais les décorateurs, le problème c'est que c'est assez complexe à comprendre. Ça prend pas mal, ça mélange pas mal de notions en JavaScript. Donc bon, on s'est dit on va faire plus simple. Donc pour faire plus simple, en fait, simplement, on a une autre propriété qui s'appelle transform. Transform va prendre une fonction en paramètre et dedans, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez convertir, vous pouvez faire des checks, vous pouvez faire, enfin, dans tous les cas, ce qu'il faut bien vous mettre en tête, c'est qu'il faut que cette fonction-là vous renvoie une valeur. OK? Et évidemment, comme Angular fait les choses bien, on s'est dit, bon, généralement, on convertit du string en booléen ou on fait du string en number, des choses comme ça. Donc en fait, ils ont déjà fait des fonctions helper. Ça marche. Donc ça, c'est chouette.
Autre chose, je pense que tout le monde l'attendait, ça c'est même sûr, à cause de Vue, principalement. Vite, tout le monde en a entendu parler, on a vu des choses passer par-ci par-là. Un grand big up à Brandon Roberts qui avait carrément fait Analog.js basé sur Vite, qui faisait du server-side rendering. Vous pouvez regarder, maintenant c'est stable, vous pouvez même l'utiliser en production. Alors c'est bien beau tout ça. Donc déjà, il faut savoir que ça, c'est très récent, hein, c'est en version 16. Avant, on pouvait faire que du ES module au niveau du build. Maintenant, on peut le même faire au niveau du build développement. C'est Vite qui va prendre le rôle de faire ça. Donc pourquoi Webpack, ça fait son temps. Maintenant, c'est terminé parce que Webpack, c'était long. C'est-à-dire qu'on buildait, on prenait toutes les ressources, on faisait un beau main chunk et roule, on l'envoyait. Et seulement là, on avait l'application. On était content. Donc des fois, vous avez des applications, par exemple là où je travaille, c'est super long. En plus, je fais une cohabitation avec Angular et AngularJS. Autant vous dire que quand je build, faut attendre un petit peu. Maintenant, grâce à Vite, c'est instantané. Parce que Vite, comment ça marche? Ben, par défaut, c'est serveur ready. C'est-à-dire que dès que vous lancez votre application, poup, c'est ready. Et seulement quand vous allez naviguer vers quelque chose, que là, il va se dire, là, il faut que je fasse un petit trick, il faut que je transpile, il faut que je fasse quelque chose. Je fais une petite machine et je lui sers l'application. Enfin, en tout cas, la page qu'il a demandé. Ok, donc c'est serveur ready. Donc vous pouvez dire au revoir à Webpack. C'est encore en test. D'accord? Donc on fait quand même attention. On dit au revoir, mais tout doucement. Donc pour les gagnants, moi j'appelle ça toujours ça, les formulaires typés, pareil, on l'a entendu souvent, c'était un gros problème avec en Angular, surtout dans les Reactive Forms, tout était typé en any. Bon, à la fin, on se trouvait avec des erreurs qui n'étaient... On ne savait pas d'où elles venaient. Maintenant, ça va être vraiment top parce que du coup, les IDE vont vraiment pouvoir faire de l'autocomplétion, des choses comme il n'y aura plus de magical string, ça c'est chouette aussi. Je pense que tout le monde utilise VS Code ici, ou peut-être WebStorm. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une meilleure autocomplétion, que ce soit dans le template ou que ce soit dans le composant TypeScript en lui-même. Qui dit meilleure autocomplétion, qui dit que vous allez être plus performant et plus rapide. Quelque chose que j'ai également aussi tenu à spécifier, c'est que dans le CLI, quand vous générez un composant, il n'y a plus de constructeur, il n'y a plus d'ng on init. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va se dire que grâce à l'inject, enfin au fait que grâce à la fonction inject, on va pouvoir directement déclarer nos variables, même voir nos streams, quoi. Donc ça c'est cool. Encore un autre point, la deprecation du guard can load terminé. Alors pourquoi? Ça c'était quand même une belle magouille aussi ce can load. Pourquoi? Parce que généralement vu qu'on naviguait vers un module, ok, donc on mettait un can load, on était super content. La première fois, bah, ça marchait pas, hein, si on disait, bon, imaginons qu'on n'était pas connecté, hop, ça marchait pas, on se connectait, ça marchait, super. Attention, accrochez-vous bien. Maintenant, on se disait, on renaviguait vers la même page, on n'était pas connecté, ça marchait. C'est pas beau ça? Et pourquoi ça marchait? Parce qu'en fait, le module était déjà chargé, donc en fait, on passait jamais dans le can load. Et donc, du coup, magouille qu'on faisait, on mettait un petit guard can activate sur les routes. Vraiment, on arrête de faire ça, maintenant, tu utilises can match, ça va marcher. D'accord? Il n'y aura plus besoin de faire. Donc, ça enlève du code, entre guillemets. Et enfin, vous le savez tous, Angular fait du server-side rendering grâce à Universal Angular, d'accord? Sauf que jusque maintenant, l'hydratation était complètement destructive. Donc, pour vous donner un ordre d'idée d'une hydratation destructive, c'est très simple. Vous allez à la plage, vous avez soif, vous prenez un mojito, juste après, vous reprenez un verre d'eau parce que vous avez soif. D'accord? Bah, c'est la même chose côté web. En gros, on rendait une page web, la page était statique, donc vous avez une capture, un screenshot en fait, et une fois que l'application Angular était créée, on détruisait la page et on la régénérait côté client. Ça, c'est fini. Maintenant, on fait de l'hydratation partielle. D'accord? Pareil, c'est en version 16. Qu'est-ce qu'on attend pour le futur? Là, je sens que les gens vont pas être contents. Voilà. On est en train de refaire le code flow. Enfin, Angular est en train de repenser à un code flow. Le RFC est encore ouvert. Vous pouvez mettre des commentaires. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. On s'est vraiment inspiré de Svelte. D'accord? Donc si on fait ça, ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez if avec un petit hashtag, avec une condition expression, else if et else. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que le code flow, je suis quand même plutôt pour, parce que généralement, avant, on pouvait pas faire des ngif, ngl, enfin, on n'avait pas tout ça, et le template devenait vraiment très compliqué, d'accord, quand on faisait du ngif et else. Ok, vous avez un ng template, dans le ngn template, vous pouvez mettre encore un if. Hein. Ça devenait complexe. Maintenant, on va pouvoir faire un if else, else if classique. Vous allez pouvoir aussi avoir des switches. Très simple, le for il va également changer. Ce qui est vraiment intéressant dans ce nouveau code flow là, c'est que le track function va également disparaître. D'accord, ça sera juste track, comme on peut le faire avec Vue.
Donc on va alléger la, la syntaxe. Il y avait un autre problème aussi. Pourquoi on fait ça? C'est que quand on fait du ngIf, c'est super joli. On a une belle étoile qui est de la poudre syntaxique. Mais ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on a utilisé beaucoup de la microsyntaxe. Genre le let quelque chose off, c'était de la microsyntaxe. Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose importante, c'est qu'on est quand même limité par cette microsyntaxe-là, où elle devient lourde, si on veut vraiment faire des choses très très lourdes. Donc, bon, on s'est dit, voilà pourquoi il y a ce build-in flow. On est vraiment proche de la syntaxe JavaScript. Ici, on la retrouve. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on va avoir un petit peu cette paire de dire on écrit de l'HTML. Je le reconnais. On va vraiment arriver dans quelque chose où on est vraiment un peu d'un mixte. Mais en tout cas, on va quand même être plus proche de JavaScript. Et enfin, pour moi, la courbe d'apprentissage va être beaucoup plus simple. Et en fait, l'expérience développeur va également être améliorée. D'accord? Donc voilà à quoi il faut vous attendre dans les prochaines versions d'Angular en tout cas. Et il y en a encore une autre. Les templating qui sont différés. Donc, je sais que tout le monde l'utilise. Qui a déjà utilisé cette directive ng component outlet? Voilà, donc elle était très sympa cette directive-là parce qu'on peut charger des composants de manière asynchrone, notamment grâce à OS module, d'accord? On peut importer avec import et puis avec ngComponentOutlet, on peut afficher notre composant, mais il y avait un problème jusque maintenant, c'est qu'on ne pouvait pas passer d'input à ce composant-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'input sur ngComponentOutlet, ça n'existait pas, d'accord? On faisait ça à travers de l'injection de dépendance. Maintenant, c'est terminé avec la version 16, on peut passer des inputs, c'est aussi une des fonctionnalités, mais on peut se tromper, d'accord? Donc, le fait de différer des templates, déjà, ça va éviter des erreurs bêtes, entre guillemets. Il y a une autre chose très importante que je tiens à relever, c'est que généralement, maintenant, on s'appuie vraiment dessus, c'est les Core Web Vitals. Ça améliore grandement l'expérience utilisateur, il faut vraiment la prendre en compte. Parce que simplement, l'expérience utilisateur n'est pas bonne, vous perdez de l'argent, d'accord? C'est aussi simple que ça, hein, d'accord? Imaginons que vous êtes sur un site e-commerce, vous cliquez, vous ne pouvez pas rentrer votre carte bleue, généralement à la fin, au bout de 5 minutes, vous dites c'est quoi, je change de site, et voilà. Donc vous perdez de l'argent si ce n'est pas amélioré. Donc ça va vraiment améliorer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, notamment sur les métriques Cumul Layout Shift et Largest Contentful Paints. Donc Cumul Layout Shift, c'est la stabilité de l'écran, d'accord? Ça évite que ça fasse une guirlande de Noël comme ça. Et LCP, c'est Largest Contentful Paint, c'est le temps que va mettre le browser pour vous afficher la plus grosse image ou le plus gros bloc de texte à l'utilisateur. Ok? Donc ça va être amélioré et forcément ça améliore l'expérience utilisateur. Donc sur ce petit morceau de code là, simplement j'ai dit quoi? J'ai dit que mon calendar component, il va devoir s'afficher une fois que l'HTML en tout cas est dans le viewport, donc une fois que ça s'est affiché entre guillemets, que quelque chose s'est affiché. Et en attendant, ce que je fais, c'est que je mets un placeholder, je mets une image statique et je lui dis il doit la garder au minimum 500 millisecondes. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous remercie. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me popper. Je vous répondrai toujours. Généralement, je réponds dans la journée. Je vous ai mis le petit QR code pour que vous puissiez donner vos feedbacks sur le talk. N'hésitez pas à mettre tous les feedbacks que vous voulez. Même si c'est nul, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de souci. Toutes les remarques sont bonnes à prendre. Et j'ai juste une petite question pour vous, avant les autres questions, voir si tout le monde a retenu un petit peu quelque chose de ce talk-là. Il y a une peluche à gagner, donc si vous avez des enfants, je pense qu'ils vont la kiffer cette peluche. Alors la question que j'ai, c'est en fait, qu'est-ce que ça a débloqué le fait de pouvoir utiliser la fonction inject en dehors du contexte d'injonction? Qu'est-ce que ça a débloqué? Utiliser des fonctions. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ta... Ouais. Ah, tu es presque, mais la réponse, elle n'est pas complète. Est-ce qu'il y a... Ouais. Pardon? Ouais, quasiment, il fait plus de classe. Ouais. Ouais. Ouais, je vais prendre cette réponse-là. Comment tu t'appelles? Eh ben écoute, tu la gagnes cette peluche, elle est à toi. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, je vous remercie. Profitez bien des deux prochains jours. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci encore. Il y a encore un peu de temps pour des questions, du coup, 5 minutes, si jamais
Il y en a certains qui ont des questions. Voilà, vous pouvez me poser des questions sur le talk. Vous pouvez aussi me poser des questions sur ce qui va arriver après en Angular. Je peux peut-être un petit peu vous en parler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Alors, j'ai une question sur le transformer. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des helpers qui vont être faits par Angular fournis? Alors ouais, il y a déjà des helpers Voilà. qui sont faits, hein. Comme j'ai dit, tu peux déjà convertir un string en booléen, tu peux convertir ce genre de choses-là. Il y en a 3, hein. C'est string en booléen, number, des choses comme ça. À l'avenir, il y en aura sûrement d'autres, mais ces sûrement d'autres-là viendront sûrement de la communauté et surtout des demandes que vous allez faire en fait. Voilà. Et la question, c'était est-ce qu'on pouvait passer nos propres fonctions? Mais figure-toi que oui, Eh ben, c'est cool. tu peux le faire, tu peux créer ta propre fonction, tant qu'elle te renvoie une valeur, ça match. J'aurais une question, c'était sur les effects des signaux. Ouais. J'ai joué un petit peu avec les signaux et les effets, j'ai essayé de faire une application zoneless. Ouais. Et donc par rapport au mécanisme, donc les signaux, c'est ce que j'ai compris, c'est vachement inspiré de Mobix, pour ceux qui ont pu l'utiliser par le passé. Je pensais qu'il y avait dans Mobix, il y a un arbre de dépendance, d'observable en fait, qui est construit au moment dès qu'il y a un getter sur une propriété. Ouais. C'est comme ça qu'on reconstruit l'arbre. Ouais. Et j'ai du coup, j'ai essayé de le faire en zoneless et les effets ne fonctionnaient pas. Et par rapport à ton slide, Ouais. tu as parlé de mécanisme de push et pull, donc c'est ça que je pense que je zappé. Ce mécanisme de push et pull, est-ce qu'il est lié à Zone.js du coup? Non. Du tout? Donc sur le papier, ça devrait marcher, les effets devraient marcher même en zoneless. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que pour le moment les effets fonctionnent, d'accord, dans un contexte d'injection. Genre clairement tu mets un effet dans un engine init, Angular va te dire une erreur en te disant tu n'es pas dans un contexte d'injection. Oui. Donc si tu n'es pas dans un contexte d'injection, ton effet ne marchera pas. D'accord? Ensuite, maintenant que les effets normalement devraient fonctionner sans Zone.js. D'accord? Et d'ailleurs, si tu regardes dans la slide, ici, techniquement, si j'enlève zone, d'accord, ça va marcher. Sanials, en fait, se base sur plutôt l'implémentation qu'il y a eu dans Solid.js. Ok. D'accord? Donc oui, normalement, ça devrait fonctionner. Si tu peux, on peut regarder après si tu veux ton exemple d'application. Ok, ouais, pourquoi pas. Merci. Merci. À propos des standalone components, ouais. À ton avis, est-ce que dans le futur, ça va être amené à devenir vraiment la nouvelle norme quand on fait du Angular, ou c'est une option en plus finalement de faire des modules, quoi? Qu'est-ce qui va être un peu la nouvelle façon de faire dans quelques temps, une fois que ce sera bien mature? Alors les standalone components sont quand même matures, sont plus en développeur preview. C'est assez marrant, c'est vrai que cette question elle revient souvent. On a un peu peur que les modules, on les mette deprecated. Les modules ne seront pas deprecated parce que les modules doivent regrouper, ça a été fait en fait à la base pour regrouper un ensemble de fonctionnalités. D'accord? Donc moi ce que je recommande en termes d'application, en tout cas les applications que je fais actuellement chez mon client, elles sont toutes déjà en version 16 actuellement, mais elles sont toutes en standalone components. J'ai pas un seul module. D'accord? Le module, par exemple, je vais l'utiliser. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai créé un. Faisons simple. Dans un dossier shared, j'ai par exemple 3 pipes. OK? Ces 3 pipes-là vont être en mode standalone. Et je vais également faire un module que je vais appeler pipe module. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que potentiellement, dans un de mes composants, je vais peut-être avoir besoin des 3 pipes. D'accord? Donc là, il y a 2 solutions. Première solution, soit tu importes les 3 pipes dans import, mais alors du coup, le problème, c'est que ça commence à être lourd, d'accord? Soit tu te dis, ben, j'importe le module, ça revient au même. D'accord? Donc voilà, en fait, moi, ce que je préconise comme archi, c'est que tu passes en standalone components, mais dans tout ce qui est dossier partagé, des choses comme ça, moi, je créerai toutes mes directives ou mes pipes ou mes composants en standalone, mais par contre, je m'amuserai également à faire un module, même si je vais peut-être pas l'utiliser, mais généralement, tu vas le créer au moment où tu vas l'utiliser, d'accord? Mais je créerai également un module qui va exporter ces standalone directives composants et que je pourrai importer par la suite. Voilà. Alors, il y a le temps pour une dernière question. D'abord, merci.
merci pour la conf, c'était Merci. hyper intéressant. Merci à toi. Je me demande comment ça se passe au niveau de l'accessibilité sur les signaux. Ça me semble quelque chose de très intéressant justement pour les différents les outils de facilitation pour le lecteur d'écran par exemple, parce qu'il y a besoin de faire des alertes, des choses comme ça quand on change des prix par exemple. Est-ce que tu sais est-ce que ça réagit bien du coup au niveau accessibilité? Ouais, ok, donc tu parles de l'accessibilité par exemple pour des personnes qui, on va dire, qui sont malvoyantes au niveau de l'écran, pour que ça recorde, des choses comme ça? Par exemple. Ouais. En fait, si tu veux, le fait de l'accessibilité côté web, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'elle est entièrement réalisée grâce à l'HTML et aux attributs que tu vas donner. Genre des aria labels, des types, des choses comme ça. Donc en effet, au moment où ton type, c'est un signal, si tu veux, l'accessibilité ne sera pas perdue en fait. La valeur, si tu veux, sera incrémentée et donc ça sera réévalué et donc ton accessibilité, tu la perds pas. Donc il y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas de régression non plus. Donc tu sais s'il y a une bonne réactivité. Il y aura une bonne réactivité, ouais. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.